Bérénice Plumet se faufilait dans l'Académie des Saules comme un murmure, sa silhouette minuscule presque invisible au milieu des cohortes d'adolescents bavards. Atteignant à peine 1,50 m, avec une cascade de boucles rousses flamboyantes s'échappant de son bonnet tricoté et d'énormes lunettes rondes glissant sans cesse sur son nez, elle avait perfectionné l'art de se fondre dans le décor. Ses pulls informes engloutissaient sa frêle silhouette et elle serrait les bretelles de sa sacoche délavée comme une bouée de sauvetage dans la jungle sociale du lycée. À l'insu de ses camarades, tous les mercredis et vendredis soirs depuis 7 ans, Bérénice disparaissait dans le dojo de Madame Évangéline, de l'autre côté de la ville, où elle avait atteint le grade de Sandan en aïkido. Sa mère l'y avait inscrite après que des morveux du quartier lui aient volé son argent de poche pour le déjeuner. Mais Bérénice n'avait jamais soufflé mot de son entraînement à l'école. La jeune fille timide, qui tremblait à la moindre voix forte, était la même personne qui pouvait désarmer des adversaires 2 fois plus grands qu'elle et exécuter des projections qui laisseraient des catcheurs professionnels sans voix. L'Académie des Saules s'étendait sur 8 hectares dans la campagne verdoyante de la Normandie, ses bâtiments en pierre grise et son lierre envahissant lui conférant un air de prestige désuet. L'école tirait fierté de son équipe de débat renommée et de ses taux d'admission impressionnants dans les grandes écoles, mais comme toute institution, elle abritait des recoins obscurs hors de portée de l'autorité. La serre abandonnée derrière le bâtiment des sciences, avec ses vitres brisées et ses vignes envahissantes, offrait des endroits isolés pour ceux qui cherchaient à tourmenter les plus vulnérables. L'ancienne salle de musique, cachée au 3e étage et rarement utilisée, était devenue un refuge pour ceux qui préféraient la cruauté à l'abri des regards indiscrets. Bérénice fréquentait l'Académie des Saules depuis 2 ans, depuis que sa famille avait déménagé en Normandie, lorsque sa mère avait accepté un poste à l'université locale. Elle espérait qu'un nouveau départ lui permettrait de se réinventer. Mais dès les premiers jours, elle était devenue une cible, sans trop savoir comment. Peut-être était-ce son bégaiement lorsqu'elle était interrogée en classe, ou son habitude de déjeuner seule en esquissant des créatures mythiques, ou simplement qu'elle semblait peu susceptible de riposter. Quelle qu'en soit la raison, elle était devenue un aimant pour les élèves qui tiraient plaisir à infliger de la souffrance. Charles-Édouard Charlie de La Rochefoucauld régnait sur la hiérarchie sociale de l'école avec une assurance qui découlait du fait qu'il mesurait 1,90 m, qu'il était naturellement charismatique et doté d'un sourire ravageur qui amenait les professeurs à croire qu'il était un élève modèle malgré toutes les preuves du contraire. Ses cheveux châtains foncés étaient toujours impeccablement coiffés et il portait sa veste de l'équipe de rugby comme un insigne d'honneur, orné d'écussons commémorant son statut de capitaine de l'équipe et de délégué de classe. Pour la plupart des adultes, Charlie était l'incarnation de l'adolescent français idéal. Pour les élèves comme Bérénice, il était quelque chose de bien plus sinistre. Charlie était généralement accompagné de ses 2 fidèles acolytes, Régis Régé, le maire, un rugbyman costaud dont le sens de l'humour tournait autour de farces physiques, et Aristide Fillon, dont les remarques acerbes pouvaient réduire n'importe qui en larmes avec une précision dévastatrice. Le trio avait perfectionné sa routine au fil des ans, sachant précisément jusqu'où il pouvait aller sans encourir de conséquences graves. C'étaient des brutes rusés, ce qui les rendait bien plus dangereux que les voyous évidents qui finissaient par se faire renvoyer. Le premier incident s'était produit pendant la première année de Bérénice, lorsqu'elle avait involontairement renversé son jus de cranberry sur Charlie en se précipitant vers le cours d'histoire de l'art. Ses fournitures artistiques avaient dégringolé sur le sol, et alors qu'elle se penchait pour les ramasser, Charlie avait délibérément étalé sa botte boueuse sur son carnet de croquis, ruinant plusieurs dessins complexes. « Fais gaffe, la naine !» avait-il dit avec son sourire désarmant, tandis qu'Aristide plaisantait sur le fait qu'elle avait peut-être besoin d'un chien d'aveugle. Régé avait accidentellement fait tomber sa trousse à crayons dans le couloir, dispersant son contenu comme des feuilles mortes.
L'ensemble de l'épisode avait duré moins d'1 minute, mais il avait établi le schéma qui allait définir les 2 années suivantes de la vie de Bérénice. Au début, les incidents étaient peu fréquents et relativement mineurs. Une bousculade dans le couloir qui l'envoyait s'étaler contre les casiers, des commentaires sur ses vêtements de seconde main ou ses dessins extravagants, prononcés juste assez fort pour que les élèves à proximité les entendent et ricanent. Sa barre de céréales faite maison se faisant accidentellement renverser de sa main à la cantine, la laissant ramasser les miettes tout en retenant ses larmes. Chaque incident était soigneusement calculé pour être discutable, explicable, comme un accident ou une taquinerie inoffensive si un professeur s'enquérait. La réaction initiale de Bérénice était précisément celle qu'ils attendaient. Elle endurait silencieusement l'humiliation, nettoyait leurs dégâts et essayait encore plus fort de devenir invisible. Elle s'était convaincue que résister ne ferait qu'aggraver la situation, qu'attirer l'attention ferait dégénérer les choses au-delà de son contrôle. Plus important encore, elle avait promis à sa mère, lorsqu'elle l'avait inscrite à l'aïkido, qu'elle n'utiliserait jamais son entraînement pour blesser qui que ce soit, à moins que sa vie ne soit en danger imminent. L'aïkido est une question d'harmonie et de redirection de l'énergie, avait dit sa mère. Il ne s'agit pas de gagner des combats, mais de trouver une résolution pacifique. Ces mots résonnaient dans son esprit chaque fois que Charlie et ses acolytes testaient ses limites, même si une partie d'elle aspirait à leur montrer exactement ce dont elle était capable. Madame Aubry, sa professeure d'histoire, remarquait occasionnellement des égratignures sur les mains et les bras de Bérénice et lui demandait si tout allait bien à la maison. Monsieur Arnaud, le professeur de musique, observait comment Bérénice sursautait chaque fois que des élèves se tenaient trop près d'elle pendant les répétitions de groupe. Mais lorsqu'on lui demandait des détails, Bérénice offrait toujours des explications plausibles. Elle était maladroite, elle se faisait facilement des bleus, elle préférait simplement sa propre compagnie. Les adultes voulaient la croire parce que l'alternative signifiait reconnaître un problème qui se produisait sous leur nez. Et l'intervention impliquait de la paperasse et des conversations inconfortables avec les parents d'élèves populaires. D'autres élèves le remarquaient aussi, mais leurs réactions variaient. Certains éprouvaient une compassion sincère pour Bérénice, mais avaient trop peur de devenir eux-mêmes des cibles pour intervenir. D'autres trouvaient un amusement pervers à regarder quelqu'un d'autre absorber l'attention négative qu'il pourrait autrement recevoir. Quelques-uns semblaient trouver du réconfort à savoir qu'ils n'étaient pas tout en bas de l'échelle sociale. L'effet spectateur prospérait dans les couloirs des Saules, où chacun apprenait que la réponse la plus sûre face à la cruauté était de détourner le regard et d'accélérer le pas. Au fur et à mesure que la 2e année progressait, les incidents s'intensifiaient. Charlie et ses amis devenaient plus audacieux, sentant peut-être que Bérénice ne les dénoncerait jamais ou ne riposterait jamais. Ils commençaient à programmer leur rencontre pour un maximum d'humiliation. Pendant la cohue du déjeuner, Régé trébuchait accidentellement sur Bérénice alors qu'elle portait son plateau, en voyant sa potée de légumes et son jus de pomme s'éclabousser sur le sol. Toute la cantine se tournait pour la regarder, certains ricanant, d'autres grimaçant d'embarras par procuration, tandis que Bérénice s'agenouillait pour nettoyer le désordre avec de fragiles serviettes en papier qui se désintégraient dans des flaques de potée et de jus. La serre abandonnée était devenue leur lieu de prédilection pour les abus verbaux. L'acoustique réverbérante amplifiait leurs rires et leurs moqueries dans tout l'espace, mais l'endroit était suffisamment isolé pour qu'aucun professeur ne soit jamais témoin de leur rencontre. Ils avaient découvert que l'itinéraire de Bérénice vers le cours de botanique de la 7e heure la faisait passer par cet endroit, et ils commençaient à ajuster leurs horaires pour coïncider avec le sien. Aristide faisait des remarques désobligeantes sur son apparence, ses vêtements, les revenus modestes de sa famille, en se basant sur ses tenues de friperie et ses bottes rapiécées. Régé offrait des conseils non sollicités sur son apparence, se demandant à voix haute si elle avait déjà envisagé la chirurgie esthétique ou une nouvelle garde-robe, ou peut-être simplement d'abandonner l'école. Charlie
jouait la voix de la raison, disant occasionnellement à ses amis de se calmer, tout en ne faisant rien pour les arrêter réellement. Malgré tout, Bérénice persévérait. Elle développait des stratégies de survie, des itinéraires alternatifs à travers l'école, un minutage précis des déplacements et un bouclier mental qu'elle enfilait chaque matin avant d'entrer dans les portes des Saules. Elle se plongeait dans ses études, maintenant une moyenne de 20 sur 20 qui la plaçait en tête de sa classe, comme si la réussite scolaire pouvait en quelque sorte la protéger de la cruauté sociale. Ses professeurs louaient son dévouement et son éthique de travail, ne soupçonnant jamais que l'école était devenue une épreuve plutôt qu'un lieu d'apprentissage. À la maison, Bérénice poursuivait son entraînement d'aïkido avec une concentration renouvelée. Madame Évangéline remarquait sa concentration accrue pendant les séances d'entraînement, la façon dont elle canalisait ses émotions dans des mouvements précis. Elle entraînait des élèves depuis plus de 40 ans et reconnaissait les signes de quelqu'un aux prises avec la colère et la frustration. Mais lorsqu'elle s'enquérait doucement de sa vie en dehors du dojo, Bérénice esquivait avec la même habileté qu'elle utilisait pour esquiver les frappes pendant l'entraînement. Elle allait bien, l'école allait bien, tout allait bien. Le point de rupture s'était produit un jeudi d'octobre, lorsque l'air vif d'automne portait le parfum du feu de bois et du cidre, et que la saison de cross-country touchait à sa fin. Bérénice attendait ce jour en particulier avec impatience, parce que Pénélope peinait. Lefebvre, une nouvelle élève arrivée au début du semestre, l'avait invitée à collaborer sur un projet pour leur cours d'histoire avancée. Péné était tout ce que Bérénice n'était pas. Confiante, sociable, élégante, sans effort, d'une manière qui rendait les autres filles à la fois admiratives et envieuses. Elle avait de magnifiques cheveux blonds qui encadraient parfaitement son visage et des yeux noisettes qui semblaient vous transpercer. Plus important encore, Péné avait fait preuve d'une gentillesse sincère envers Bérénice lors de leurs brèves interactions, complimentant ses œuvres d'art sans y être invitée et la défendant lorsqu'Aristide faisait des remarques particulièrement méchantes à portée de voix. Elles avaient convenu de se rencontrer à la bibliothèque pendant les heures d'études, mais Bérénice devait d'abord récupérer ses notes d'histoire dans son casier. Elle passait mentalement en revue les causes de la Révolution française, alors qu'elle composait le code du casier, complètement absorbée par ses pensées sur Robespierre et la terreur. Elle n'avait pas remarqué Charlie, Régé et Aristide s'approcher avant qu'il ne soit trop tard pour s'échapper. Eh bien, qu'avons-nous là » La voix de Charlie avait ce ton particulier qui faisait se nouer l'estomac de Bérénice d'anxiété. « J'ai entendu une rumeur selon laquelle notre petite gnome s'est fait des amis. » Bérénice serrait son cahier d'histoire contre sa poitrine et essayait de les dépasser, mais Régé s'était déplacé pour lui barrer le chemin. Le couloir était presque désert, puisque les heures d'études avaient déjà commencé, ce qui signifiait moins de témoins, mais aussi moins de chances d'une intervention d'un professeur. « J'ai entendu dire que tu travaillais avec la nouvelle », ajouta Aristide avec un ricanement. « Péné Trucmuche, la fille populaire, bien au-dessus de ton niveau, tu ne crois pas ?»« Elle m'aide juste pour le projet », marmonna Bérénice, sa voix à peine audible. Elle gardait les yeux fixés sur le sol, espérant que la soumission leur ferait perdre tout intérêt et passer à autre chose. « Peut-être devrions-nous donner un avertissement à Péné, » suggéra Charlie, son ton décontracté mais ses yeux calculateurs. « Lui faire savoir avec quel genre de personne elle s'associe. On ne voudrait pas qu'elle se fasse une mauvaise impression des normes de notre école. » La menace était claire, et Bérénice sentit un froid s'installer dans son estomac. C'était une chose qu'ils la prennent pour cible, mais la pensée qu'ils reportent leur attention sur Péné à cause de leur association la remplissait d'une autre sorte d'effroi. « S'il vous plaît » murmura Bérénice, le mot s'échappant avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Laissez-la tranquille. »« Oh, maintenant elle supplie, » dit Aristide avec joie. « C'est encore mieux que ce que je pensais. Elle a un petit béguin. » La sonnerie signalant la fin des heures d'études retentit et les élèves commencèrent à affluer dans les couloirs. Bérénice pensa qu'elle était sauvée, qu'ils se disperseraient dans leurs classes respectives et la laisseraient tranquille.
Mais lorsque Péné apparut au bout du couloir, marchant vers eux avec son manuel d'histoire à la main et un sourire amical sur son visage, Bérénice réalisa que la situation allait empirer. « Péné !» cria Aristide gaiement, lui faisant signe de s'approcher. « Timing parfait. On parlait justement de toi. » Péné s'approcha avec le genre de confiance qui vient de ne jamais avoir été la cible d'une cruauté systématique. Elle sourit à Charlie et à ses amis avec une chaleur sincère, ne reconnaissant pas encore la lueur prédatrice dans leurs yeux. « Salut !» dit-elle, puis se tourna vers Bérénice. « Prête pour notre séance d'études? J'ai apporté mes notes sur la prise de la Bastille. » « En fait, » dit Charlie, se plaçant légèrement entre Péné et Bérénice, « nous étions en train de discuter de la question de savoir si notre petit ami ici avait mentionné sa réputation dans l'école. »« Ce n'est pas vrai, » dit Péné fermement, lorsque Régé renchérit avec des commentaires sur le fait que Bérénice était le cas social de l'école. Bérénice est incroyablement talentueuse, et elle n'a été qu'accueillante avec moi depuis que je suis arrivé ici. Talentueuse, bien sûr, concéda Aristide avec une fausse sincérité. Mais le talent ne compense pas tout le reste, tu sais. La façon dont elle s'habille, la façon dont elle agit, timide et renfermée, la plupart des gens pensent qu'elle est un peu bizarre, en fait. L'avertissement était subtil, mais indubitable. S'associer à Bérénice et risquer de devenir soi-même une cible. C'était le même calcul que des dizaines d'autres élèves avaient fait au fil des ans, et Bérénice observait le visage de Péné alors qu'elle assimilait la dynamique sociale de la survie au lycée. D'ailleurs, ajouta Régé, tendant soudain la main et arrachant les lunettes de Bérénice de son visage, peut-être que la naine ici pourrait apprendre quelque chose de ton sens de la mode. Ce sont des montures bien plus jolies. Péné plissa les yeux dans un flou soudain, tendant instinctivement la main vers ses lunettes. « Hé, rends-les !» Mais Régé était déjà en train de les lancer à Aristide, qui les attrapa avec un sourire narquois. « Voyons comment elles vont à notre ami ici, » dit-il en se dirigeant vers Bérénice. « Arrêtez, » dit Péné, avec plus de force maintenant. « Rendez-moi mes lunettes tout de suite. »« Ou quoi ?» demanda Aristide, tenant les lunettes juste hors de portée de Bérénice, alors qu'elles se tenaient figées entre eux. « Tu vas le dire au proviseur ? Pourquoi avoir joué à la baballe ?» Bérénice pouvait voir Péné plisser les yeux, essayant de se concentrer sur ce qui se passait autour d'elle. Sans ses lunettes, l'attitude confiante de Péné s'était transformée en quelque chose de plus incertain, de plus vulnérable. « Allez, la naine !» railla Régé, tenant les lunettes plus haut. « Saute pour les attraper, montre à ta nouvelle amie à quel point tu es sportive. »« S'il vous plaît !» répéta Bérénice, se détestant de supplier, mais ne voyant pas d'autre option. « Rendez-les-moi !»« Dis s'il vous plaît comme tu le penses !» exigea Aristide. « Mets-toi à genoux et supplie correctement. » Le couloir se remplissait d'élèves à l'approche de la période de cours suivante. Certains passaient en hâte en détournant le regard, tandis que d'autres ralentissaient pour assister au spectacle. « C'est ridicule !» dit Péné, sa voix plus forte maintenant malgré son désavantage évident. Elle commença à se diriger vers Aristide, tendant la main vers ses lunettes. « Rends-les tout de suite. »« Doucement, » dit Charlie, se plaçant devant Péné et posant ses mains sur ses épaules pour arrêter sa progression. Le contact était fugace et pouvait facilement être interprété comme une tentative d'éviter une collision. Mais Bérénice vit Péné tressaillir légèrement au contact inattendu. Ce tressaillement fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. À cet instant, Bérénice vit son propre avenir se refléter dans le visage de Péné. Elle vit l'érosion progressive de l'estime de soi, les calculs minutieux sur les itinéraires à éviter, la lente transformation de la nouvelle venue extravertie en victime méfiante. Elle vit Péné apprendre à se faire plus petite, plus silencieuse, plus invisible. Tout cela pour éviter l'attention de garçons qui trouvaient de l'amusement dans la peur des autres. Quelque chose se solidifia dans l'esprit de Bérénice avec une clarté parfaite. Elle avait passé 2 ans à se dire que son entraînement d'aïkido était pour l'harmonie et la discipline personnelle, que la violence n'était jamais la réponse, que s'élever au-dessus de leur niveau était le choix moral.
Mais en regardant les mains de Charlie sur les épaules de Penné, en voyant la lueur prédatrice dans les yeux d'Aristide alors qu'il tenait les lunettes juste hors de portée, elle réalisa que son inaction n'était pas noble. Elle était habilitante. En refusant de se défendre, elle leur avait permis de perfectionner leur technique sur elle avant de les retourner contre quelqu'un d'autre. Le bruit du couloir sembla s'estomper dans un bourdonnement de fond alors que Bérénice prenait sa décision. Madame Évangeline lui avait appris que l'aïkido consistait à se protéger et à protéger les autres du mal. Elle lui avait aussi appris que parfois la réponse la plus harmonieuse était celle qui arrêtait une menace avant qu'elle ne puisse dégénérer. « Rendez-lui ses lunettes », dit Bérénice, sa voix portant une autorité nouvelle qui fit regarder Aristide avec surprise. « Pardon » railla Aristide. « La souris vient de couiner ?»« J'ai dit rendez-lui ses lunettes », répéta Bérénice en avançant. Sa posture avait changé imperceptiblement, son poids se déplaçant légèrement vers l'avant dans une position qui semblait détendue, mais qui permettrait un mouvement rapide dans n'importe quelle direction. « Ou quoi ?» demanda Régé en se déplaçant pour la prendre à revers. « Tu vas le dire au proviseur ?» Bérénice regarda Penné, qui plissait toujours les yeux dans leur direction, essayant de suivre l'échange par le son. Elle pensa à tous les élèves qui avaient été témoins de son humiliation au fil des ans, qui avaient appris à travers son exemple que les brutes ne subissaient aucune conséquence pour leurs actes. « Où je vais les reprendre ?» dit-elle simplement. Les mots planèrent dans l'air pendant un instant, et Bérénice put voir le moment précis où Charlie, Régé et Aristide réalisèrent que quelque chose de fondamental avait changé. La jeune fille tranquille qui avait enduré leurs abus pendant 2 ans les regardait avec des yeux fixes qui ne contenaient aucune trace de peur. « Tu vas les reprendre ?» répéta Charlie, comme si le concept était si étranger qu'il avait besoin de l'entendre à nouveau pour le croire. « C'est exact, » dit Bérénice, en faisant un autre pas en avant. Aristide tint les lunettes plus haut, en souriant narquoisement. « J'aimerais bien te voir essayer, la naine. » Ce qui se passa ensuite se déroula en moins de 4 secondes, mais pour les élèves qui regardaient dans le couloir, cela sembla se dérouler au ralenti. Bérénice avança avec la grâce fluide de quelqu'un qui avait passé des années à pratiquer les mêmes techniques jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. Sa main droite jaillit pour saisir le poignet d'Aristide, non pas avec l'agitation désespérée de quelqu'un qui cherche à atteindre un objet, mais avec la précision contrôlée de quelqu'un qui comprenait le levier et la manipulation des articulations. Le sourire confiant d'Aristide vacilla lorsqu'il sentit la pression sur son poignet, une sorte d'inconfort spécifique qui indiquait que son adversaire savait exactement quel point de pression viser. Avant qu'il ne puisse réagir, la main gauche de Bérénice arracha les lunettes, tandis que sa main droite appliquait juste assez de pression pour le faire lâcher instinctivement. « Qu'est-ce que tu fous ?» Régé se jeta en avant, mais s'arrêta lorsque Bérénice se tourna pour lui faire face. Elle tendit les lunettes à Penné avec une douceur prévenante, son mouvement si fluide qu'il semblait chorégraphié. « Ça va ?» demanda-t-elle, sa voix douce d'une sincère inquiétude. Penné remit ses lunettes et cligna des yeux alors que le monde revenait à la netteté. Lorsqu'elle regarda Bérénice, son expression contenait de la surprise, de la gratitude et quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. « Ça va », dit Penné. « Merci. » Le simple échange sembla enrager Aristide, qui se frottait le poignet et regardait Bérénice avec une animosité nouvelle. « Tu te crois forte maintenant ? Tu penses que saisir le poignet de quelqu'un fait de toi une sorte de dur à cuire ? » « Je pense que prendre les lunettes de quelqu'un fait de toi une brute, » répondit Bérénice calmement. « Et je pense que ça s'arrête maintenant. »« Ça s'arrête quand on dit que ça s'arrête, » dit Charlie, sa voix portant une tension qui n'était pas là auparavant. « En fait, » dit Bérénice en croisant son regard directement pour ce qui semblait être la première fois depuis des années, « ça s'arrête maintenant. » Le couloir était devenu plus silencieux, alors que de plus en plus d'élèves s'arrêtaient pour regarder. Certains avaient sorti leur téléphone, sentant que ce qui se passait pourrait valoir la peine d'être enregistré.
Tu sais quel est ton problème? Dit Charlie en se rapprochant de Bérénice. Tu ne comprends pas ta place ici. Tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent. Je comprends parfaitement, répondit Bérénice. Vous vous en prenez aux gens qui, selon vous, ne se défendront pas, et quand quelqu'un finit par le faire, vous ne pouvez pas le supporter. Régé se déplaça à gauche de Bérénice, tandis qu'Aristide encerclait à sa droite, et elle reconnut la formation immédiatement. C'était le même positionnement triangulaire que les prédateurs utilisaient pour isoler et intimider leur proie, conçu pour faire sentir à la cible qu'elle était encerclée et dépassée. Il y a 2 ans, cela aurait fonctionné. Mais la personne qui se tenait dans ce couloir n'était pas la même fille qui s'était d'abord recroquevillée sous leur attention. « Dernière chance », dit Charlie, sa voix empreinte de la fausse raisonnabilité que les brutes utilisaient avant de passer à la violence. « Excuse-toi d'avoir mis tes mains sur Aristide, et on oubliera tout ça. » Bérénice jeta un coup d'œil aux élèves qui regardaient à distance de sécurité. Elle vit le mélange d'anticipation et de peur sur leur visage, la façon dont ils tenaient leur téléphone prêt à enregistrer ce qui allait se passer. « Non », dit-elle simplement. Aristide fit le premier mouvement, se jetant en avant avec le genre de coup sauvage qui venait de la colère plutôt que de l'entraînement. Pour quelqu'un qui avait passé des années à pratiquer des techniques défensives, son approche était télégraphiée et maladroite. Bérénice se décala en douceur, utilisant son élan contre lui, et appliqua une clé de poignet de base qui l'envoya s'étaler sur le sol avec un bruit sourd qui résonna dans le couloir. Le son d'Aristide frappant le linoléum sembla galvaniser Régé qui chargea sur Bérénice depuis son côté gauche. Mais Madame Évangéline l'avait longuement entraînée à faire face à plusieurs agresseurs et elle était prête pour lui. Un simple fauchage de jambes attrapa la cheville de Régé au moment précis, l'envoyant dégringoler sur le sol dans un enchevêtrement de membres. Charlie regarda ses 2 amis au sol, puis Bérénice, qui se tenait calmement au centre du couloir, avec sa sacoche toujours correctement positionnée sur ses épaules. Elle ne respirait pas fort, n'était même pas ébouriffée. « Comment ?» demanda Charlie, la question lui échappant avant qu'il ne puisse l'arrêter. « 7 ans d'aïkido, » répondit Bérénice d'un ton pragmatique. « Je n'en voyais juste pas l'intérêt avant. » La confrontation eut lieu 2 jours plus tard. Après l'école, sur le parking où les élèves se rassemblaient pour attendre les bus ou rentrer chez eux à pied. Charlie se sentit obligé de réaffirmer sa domination devant un public plus large, bloquant le chemin de Bérénice avec plusieurs autres élèves qui restaient habituellement à la périphérie de leurs activités. « Si vous voulez un combat loyal, » dit Bérénice lorsqu'ils l'accusèrent d'utiliser des tactiques sournoises, « alors battons-nous, juste toi et moi, Charlie, pas d'amis. Pas de coups bas, pas d'excuses. » La foule murmura d'excitation. Quelqu'un cria « Batte-toi !» et d'autres reprirent le chant. Charlie regarda autour de lui les visages qui les entouraient, reconnaissant qu'il était piégé par sa propre image. Reculer maintenant reviendrait à admettre que son pouvoir avait toujours été une illusion. « Très bien, » dit-il en enlevant sa veste de l'équipe de rugby. « Mais quand je t'enverrai à l'hôpital, ne viens pas pleurer en disant que ce n'était pas juste. » La foule forma un cercle lâche autour d'eux, tout le monde sortant son téléphone pour enregistrer ce qu'ils anticipaient comme un moment légendaire de l'histoire des Saules. Bérénice pouvait voir peiner près du bord du cercle, son expression inquiète mais encourageante. Charlie se déplaça avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais perdu d'altercation physique. Son premier coup de poing fut un puissant crochet droit visant la tête de Bérénice, le genre de coup de poing qui aurait mis fin à la plupart des combats avant qu'ils ne commencent réellement. Mais Bérénice n'était pas la plupart des gens. Elle avait passé des années à s'entraîner contre des adversaires plus grands et plus forts qu'elle, apprenant à utiliser l'évasion et la technique pour surmonter les désavantages physiques. Elle esquiva le coup de poing de Charlie par un mouvement subtil de sa tête, laissant son poing siffler près de son oreille, assez près pour sentir la brise de son passage. Le raté déséquilibra Charlie, et Bérénice profita de sa vulnérabilité momentanée pour porter un coup précis à son abdomen.
Ce n'était pas un coup dévastateur, mais c'était suffisant pour le plier en deux et le forcer à reculer en titubant, haletant à la recherche d'air. Bérénice se déplaça comme de la fumée, se faufilant autour de ses attaques avec une économie de mouvement qui la faisait paraître presque languide par rapport à ses efforts de plus en plus désespérés. Toutes les quelques secondes, elle se jetait en avant avec une frappe rapide de son cru. Une frappe du talon de la paume sur sa poitrine, un coup de pied sur son tibia, un coup de poing précis sur son épaule qui engourdissait temporairement son bras. Alors que Charlie devenait de plus en plus essoufflé et frénétique à chaque échange, Bérénice restait calme et concentrée, respirant à peine fort malgré l'intense effort physique. « Arrête-toi et batte-toi !» cria Charlie avec frustration, se jetant sur elle dans un tacle qui aurait pu fonctionner contre un adversaire non entraîné. Bérénice se décala habilement et utilisa son élan pour l'aider à s'écraser contre la clôture en grillage qui bordait le parking. Le bruit métallique de son impact réduisit momentanément la foule au silence, et lorsque Charlie se retourna, du sang coulait d'une entaille sur son front où il avait frappé la clôture. « Je me bats », répondit Bérénice calmement. Voilà à quoi ressemble un vrai combat. Ce qui s'ensuivit fut une démonstration plutôt qu'un combat. Bérénice se déplaça avec la précision fluide de quelqu'un qui avait passé des milliers d'heures à perfectionner son art, tandis que Charlie s'agitait avec l'énergie désespérée de quelqu'un qui regardait sa réputation se désintégrer en temps réel. Elle contrôlait la distance entre eux sans effort, restant juste hors de portée de ses attaques, tout en portant ses propres frappes avec une précision chirurgicale. La fin arriva lorsque Charlie, poussé par le désespoir et la fierté blessée, ramassa une pierre sur le parking et la lança sur la tête de Bérénice. Ce fut une escalade dangereuse qui franchit la ligne de la bagarre de cour d'école à une agression potentielle avec une arme mortelle. Bérénice se baissa sous le projectile et réduisit la distance entre eux en 2 pas rapides. Sa réponse fut immédiate et décisive, une projection balayante qui prit Charlie complètement à contre-pied et l'envoya valser en arrière pour atterrir lourdement sur l'asphalte. Cette fois, il ne se releva pas immédiatement. Le parking était complètement silencieux maintenant, à l'exception du bruit de la respiration saccadée de Charlie. Il était allongé sur le dos, regardant le ciel, tandis que Bérénice se tenait au-dessus de lui, avec ses poings toujours levés, dans une posture défensive. « Reste en bas », dit-elle doucement, mais sa voix porta clairement dans le silence. Pendant un instant, il sembla que le combat était terminé. Charlie semblait vaincu, sa poitrine se soulevant alors qu'il luttait pour reprendre son souffle. La foule attendit de voir si Bérénice allait profiter de son avantage, si elle allait porter le genre de coup de grâce brutal qui solidifierait sa victoire et son humiliation. Mais alors que Charlie luttait pour se redresser, alors qu'elle voyait la peur véritable dans ses yeux pour la première fois, Bérénice fit un choix différent. Au lieu de frapper à nouveau, elle recula et baissa les mains. « C'est fini », dit-elle, s'adressant non seulement à Charlie, mais à toute la foule qui s'était rassemblée pour regarder. « On en a fini ici ». Une semaine après l'incident du parking, Bérénice fut surprise de trouver Charlie qui l'attendait près de son casier après l'école. Il se tenait à une distance respectueuse, les mains enfoncées dans ses poches et sa confiance habituelle remplacée par quelque chose qui ressemblait inconfortablement à du remords. « Je voulais m'excuser », dit Charlie, les mots sortant en trombe. « Pour tout, pour les 2 dernières années, pour ce qu'on t'a fait, pour avoir été un crétin. Je n'ai pas vraiment...